Je suis trompettiste de formation et je suis aussi compositeur et arrangeur. C'est une musique qui est où la trompette est là mais elle n'est pas centrale. Melody Makers, le podcast qui décortique, analyse, épluche la musique. Melody Makers. Nzeng est un trompettiste, compositeur, arrangeur et producteur. Ancien membre du groupe lyonnais Le Peuple de l'Herbe, il signe des titres mêlant musique électronique, hip-hop et drum and bass. Il a aussi partagé la scène avec Baz Gibbons du groupe Portishead. Il a même collaboré avec Gorillaz. Il apparaît auprès de l'Entourloupe sur leurs albums et en tournée. Par ailleurs, il développe divers projets studio, notamment son premier album solo, The Trip, sorti en 2024. C'est un album dense de texture trip-hop et porté par la voix de Charlotte Savary. J'ai retrouvé Nzeng dans un square parisien il y a quelques jours. Nous nous sommes installés à l'ombre sous un arbre pour discuter de tout ça. Branchez le casque, montez le son, on l'écoute. Salut Nzeng, quel est ton premier souvenir musical ? Je me souviens que je prenais le casque de mon père, de casque hi-fi, je mettais un morceau de plutôt disco-funk et je faisais semblant de jouer la trompette de mon père et je me voyais sur scène, il avait des lights où tu appuyais sur les interrupteurs et je me voyais sur scène en train de jouer et je commençais à m'entraîner à être sur scène, quoi, la présence scénique. Et là mes parents rentrent, j'avais honte et ça les a fait kiffer, ils voyaient que c'était en train de me travailler, j'étais vraiment gamin, je devais avoir 8-9 ans. Voilà. Et le premier disque, c'était quoi ? C'est le 45 tours de « Il était une fois dans l'Ouest ». Donc BO de Ennio Morricone. Et ce qui est génial, c'est que j'ai d'abord écouté cette musique de film avant d'avoir vu le film. Du coup, c'était un truc qui m'a énormément marqué parce que je trouvais que j'arrivais à m'imaginer plein de choses avec la musique. Et c'est un 45 tours que ma mère a acheté quand elle était toute jeune. Alors, quelles sont tes influences musicales ? Ennio Morricone reste un des compositeurs ultra importants pour moi. Et quoi d'autre ? J'ai un penchant quand même qui est souvent des bases soul, donc musique de film, le trip-hop parce que j'ai bien bercé là-dedans. On va revenir au tout début de ton parcours musical. Donc tu as commencé par jouer de la trompette comme ton père vers 7-8 ans. Donc cours de solfège et trompette classique au conservatoire de Saint-Étienne. Puis vers 17 ans, tu rentres au conservatoire régional de Lyon. Et parallèlement, tu joues dans tes premiers groupes. Tu peux nous raconter ? Donc j'ai joué dans des groupes de funk, ce qu'on appelait l'acid jazz. ça va parler aux anciens. Mais qui est une forme de funk redigérée par les Anglais dans les années 90, quoi. Donc mon premier groupe, c'est Mo Jazz Beats. Même il y avait un groupe avant qui s'appelait Monsieur Steed, en hommage à la série Chapeau melon et bottes de cuir. BO de dingue, série complètement psyché. Je trouvais ça délirant musicalement, c'était fou. Donc on faisait ce genre de musique. Commençais à prendre des cours de jazz de manière non officielle. Ce conservatoire à l'époque, tu pouvais pas faire classique et jazz. Donc j'étais un peu en mode clandestin. Du coup, c'était un peu une ouverture d'horizon pour moi. Parce que j'avais envie d'improviser. Et surtout, l'improvisation amène la création, forcément. Parce que pour démarrer des morceaux, il faut improviser. Et là, ça a commencé à m'ouvrir à d'autres choses. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les futurs membres du Peuple de l'Herbe, où je suis resté à Lyon pendant 20 ans. Alors avant de parler de cette grande et belle aventure avec le Peuple de l'Herbe, pourquoi Nzeng ? Ça vient d'où ce nom ? Étant donné que j'avais au conservatoire des difficultés à garder mes moyens pour passer les examens, je prenais du ginseng, qui est une plante qui me faisait du bien. Et donc, ginseng, voilà. Je sais pas si tu vois le truc. Et donc, du coup, quand tu enlèves DJ, il restait plus que Nzeng. Alors, à quel moment tu as décidé de te lancer vraiment dans la musique et comment as-tu rencontré le Peuple de l'Herbe ?
Quand j'ai senti que je commençais à être à l'aise avec mon instrument, je sais pas, vers les 17 ans, j'ai commencé à faire des remplacements en musique classique dans des orchestres. Et après, je me suis retrouvé à faire ce qu'on appelait des orchestres de bal, où tu joues de tout. Ça peut paraître un peu péjoratif, mais c'est une sacrée école. Il faut apprendre à jouer toutes sortes de styles, quoi. Mais réellement, j'ai senti que j'allais donner une priorité. Oui, c'est quand j'ai commencé à faire des groupes. Je me suis dit, mais c'est trop kiffant, en fait. Ta journée est rythmée par la musique. Et j'avais surtout une envie de créer, au-delà de jouer de la trompette. Quand j'ai commencé un petit peu à m'infiltrer dans la composition de ce groupe Mo Jazz Beat, même si j'ai fait 2-3 morceaux, je me suis dit, c'est cool de se dire, on va jouer mes morceaux. Donc c'est dans cette période-là. Mais réellement, le déclic, c'est quand le Peuple de l'Herbe a commencé à décoller. Et que là, il y avait possibilité de faire des tournées, que nos morceaux passent sur Radio Nova ou en Suisse. Et c'est de la musique instrumentale au départ. Donc en France, c'était pas trop la culture, c'est plutôt les anglo-saxons qui défendaient ça. Donc je me suis dit, là, il y a peut-être moyen d'en vivre. Je savais qu'il y avait moyen d'en vivre, mais d'en vivre dans quelque chose qui me plaît. Non pas que j'aime pas la musique classique, mais c'est un domaine de compétition quand même. Et c'est pas mon fort d'être en compète avec les autres. Donc je passais des concours pour entrer dans les orchestres. Je me disais, mais putain, ça me parle pas, quoi. Donc quand j'ai pu développer avec le peuple, commencer à faire des concerts, j'étais tout seul devant en tant que trompettiste, un peu comme un chanteur. J'ai pris goût à ça, quoi. Et je me suis dit, là, ça ressemble à quelque chose qui pourrait être viable, quoi. Mais la rencontre, elle s'est faite comment finalement ? Justement, à l'époque, on répétait avec ce groupe Mo Jazz Beat dans un studio, c'est un grand mot, on va dire une cave. Et il y avait un tout petit home studio à côté dans lequel bossaient 2 beatmakers, à savoir DJ Duke, qui est devenu le DJ d'Assassin, le groupe de hip-hop, de Squat, frère de Vincent Cassel. Et l'autre personne est DJ Stani, qui avait un groupe de hip-hop à l'époque, qui marchait bien dans la région Rhône-Alpes. Et ils ont démarré avec un autre DJ, un projet qui allait s'appeler Le Peuple de l'Herbe. Ils ont sorti 2 maxi. Et un jour, ils me proposent, parce qu'ils trouvaient que leur live juste DJ, c'était un peu court. Ils voulaient amener quelque chose d'un peu plus vivant. Donc c'est pas péjoratif ce que je dis. Et donc, on a fait un concert à Lyon où, je sais pas, j'ai répété 2-3 fois. C'était jam freestyle, quoi, avec des rendez-vous. Et avec un batteur, ça acoustique. Et il y a eu une officialisation de la collaboration et de devenir membre du Peuple de l'Herbe quand on a contribué à au premier film de Virginie Despentes qui s'appelle Baise-moi, où on a fait 2 morceaux pour elle. Bon, en plus, le film était quand même très polémique. Il faut reprendre le contexte, vu l'écriture de Virginie. Début 2000, il y a eu des censures. Donc j'ai l'impression qu'on rentrait dans quelque chose avec le poing un peu levé, on contribue à quelque chose de revendicatif, quoi. Donc là, c'est les 2 premiers morceaux qu'on a fait ensemble et qui ont abouti sur un premier album qui s'appelle 000. Et commencer cette aventure qui a duré 15 ans avec eux, où je faisais que ça, quoi. Donc j'ai fait 6 albums. Et des tournées en France, à l'étranger. Le succès était assez étonnant pour un truc comme ça. Après, on a eu un MC, Jesse 201. On a eu une victoire de la musique qui était improbable, incroyable, au milieu de beaucoup de choses plus, je sais pas si on peut dire commerciales, mais en tout cas avec des succès. C'était en quelle année, ça ? 2002. Découverte scène de l'année. Et d'ailleurs, on n'y était pas à la cérémonie parce qu'on n'y croyait pas, donc on pensait qu'on n'aurait rien. Et finalement, on l'a vu à la télé quand on a obtenu ça. C'était marrant. Bon, après, on vit pas pour les récompenses, mais bon, il faut quand même apprécier. C'est une récompense professionnelle. C'était un vrai vote professionnel. C'était pas un truc de maison de disques.
Donc voilà, et c'est une carrière avec ce groupe qui est quand même très costaud parce qu'on a fait, 800 concerts, on a fait le tour de l'Europe, on a eu le loisir de défendre quelque chose de très singulier où on était maître de tout ce qu'on proposait artistiquement, visuellement, une charte graphique sur les albums, défendre le vinyle, presser nos propres vinyles au début. Et puis c'était un truc assez underground, quoi. Donc voilà. Bon, on va écouter un morceau du Peuple de l'Herbe qui s'appelle No Escape, dans lequel on peut écouter jouer de la trompette. Et puis on peut voir aussi sur YouTube un truc de fou, c'est les extraits d'un concert du Peuple de l'Herbe où tu joues avec la chanteuse de Portishead. C'est un souvenir incroyable, non ? Je dirais que le moment où on s'est retrouvé à faire un concert avec la chanteuse de Portishead, Bess Gibbons, où on a été demandé par les Transmusicales, le boss des Transmusicales qui nous a prévenu qu'il voulait marquer les 25 ans du festival. Et il s'est dit, le Peuple de l'Herbe faisait partie des groupes qui avaient marqué le festival, selon lui, qui nous a révélé. Et Portishead, leur première date qu'ils ont fait, c'était au Transmusicales. Sauf qu'ils ne voulaient pas faire un concert, eux, mais la chanteuse était d'accord de faire une collab avec nous. Donc on a repris 2 morceaux de Portishead qui sont les 2 gros tubes, qui sont Glory Box et Rose, qu'on a réadapté à notre sauce. Et c'est un moment ultra émouvant parce que c'était une surprise. Et je me rappellerai toute ma vie que ils annoncent qu'on va jouer et on fait rentrer Bess Gibbons, on la présente. Il y a eu une espèce de silence et une espèce d'explosion de joie des gens. Et on a démarré le morceau, c'était presque un peu, pas cérémonial, mais tu vois. Et j'avais des frissons parce qu'elle était à côté de moi. Donc j'avais un côté, je me dis, il faut que je profite qu'elle est là, mais il faut que je me concentre sur ce que je joue. Et c'était fou de jouer ces morceaux-là. On a écouté Portishead, on était pas fan, mais il y a un côté admiratif de la prod. C'est une invention de son quand même. Bristol, Massive Attack. Et ça a duré 2 morceaux, donc c'est genre, ça passe. Donc voilà, c'est un moment très 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 fort. Mais j'avoue que c'était un sacré enjeu. C'est le genre de choses où tu as un peu la pression et à la fois ça te fait grandir, prendre de la maturité. On écoute cette version de Glory Box par le Peuple de l'Herbe et Enzeg à la trompette. Oui, donc grosse pression, mais en même temps, avec le Peuple de l'Herbe, j'imagine que vous deviez fumer pas mal pour vous détendre, non ? Moi, je fumais pas, ou très peu. Ce qui décevait des gens, probablement, mais moi, avec mon instrument, c'était pas possible. Puis ça me va pas. Donc, c'est pas un truc que je voulais forcément défendre, mais je trouvais qu'il y avait un côté très dans les lois à réprimander les gens en termes de. Voilà, quand les gens se faisaient attraper en train de fumer, il y a des choses tellement plus graves dans la vie que c'était un moment où on avait envie qu'il y ait peut-être une forme de tolérance, quoi, en tout cas, sans être non plus à encourager les gens. Mais le nom est aussi une forme d'humour, parce que le film, il y a un film qui est sorti, Microcosmos, et le sous-titre c'était Le Peuple de l'Herbe, donc ça parlait de végétal, tout ça, donc on a joué là-dessus, quoi. Et puis après, tu vas commencer une autre collaboration, qui dure toujours d'ailleurs, c'est celle avec l'Entourloupe. Vous avez rempli l'Olympia l'année dernière. Comment tu les as rencontrés, rejoints ? Donc l'Entourloupe, c'est un collectif de beatmakers originaire de chez moi à Saint-Étienne. Quand j'ai arrêté le Peuple de l'Herbe en 2013, j'ai un super pote qui les connaît, qui leur dit, mais attendez, ils avaient envie de cuivre, quoi. Et ils disaient, mais il y a Enzeng qui a arrêté le Peuple, peut-être qu'il faudrait lui en parler. Moi, j'étais dans une phase, je voulais plus trop faire de grosses tournées, j'étais un peu épuisé. En fait, on a envie de faire ça, on rêve de faire ça, puis
une fois qu'on y est dedans, ça peut être usant. Donc j'avais besoin d'une pause et puis en fait je suis allé faire 2-3 morceaux avec eux en studio, puis ils avaient envie de développer un live, puis ça a commencé à avoir un sacré succès et finalement je suis devenu une sorte de featuring permanent quoi. Et on a fait je sais pas combien de concerts, mais c'est devenu vraiment costaud. Il y avait une sorte d'affiliation artistique quand même, avec des points communs qui sont le hip-hop, le raga, mais avec un côté un peu moins électronique. Et moi, ils m'ont laissé une place hyper libre. Et je pense que j'ai besoin d'être un peu électron libre. J'ai du mal si on me demande de jouer exactement des choses. Et donc du coup, c'était parti pour trois grosses tournées, énormes tournées. Et là, je vais repartir avec eux début octobre pour une série de 15 dates. Avec notamment l'Adidas Arena en novembre. Donc gros défi que de remplir ce lieu. Mais voilà, on a fait on a fait 3 albums. Le dernier, vraiment des choses où j'essaie d'apporter quelque chose un petit peu différent de ce que j'avais fait avant, mais on reste quand même dans un format avec des MC quoi. Donc pareil, il faut rester fin. Donc c'est soit je fais la trompette toute seule, soit j'écris carrément des parties pour qu'on fasse section de cuivre en studio. Mais sur scène, je suis trompettiste. Et là, pour le coup, je fais que trompette. Dans le pub, je faisais clavier, un peu de chant. Donc voilà, ça, c'est une belle aventure aussi. On écoute un extrait du morceau Get Back de l'Entourloupe, sorti en 2002, sur l'album qui s'appelle La clarté dans la confusion. Just an intern. Hold a split burn. Feel it when it burn. You can smell the center. Entre-temps, Damon Albarn t'a demandé de faire un featuring sur un de ses morceaux quand même. Alors ça s'est fait, c'est un enregistrement studio effectivement. Et Damon Albarn est quelqu'un que je trouve hyper inspirant parce qu'il arrive à faire des rencontres improbables. C'est un mec qui est hyper ouvert musicalement. Le mec, il a fait quand même Blur avant. Et là, il se met à faire un truc un peu hip-hop, pop, si je puis dire. Et il se trouve que ça s'est fait par un intermédiaire que je salue, un certain Louis, qui était... que je connaissais via Rhône, le compositeur de musique électronique. Il avait entendu ce que je faisais. On s'est rencontrés comme ça. Et un jour, la manageuse de Gorillaz, j'ai dit voilà, ils vont venir. Ils font une session à Paris. Il veut finir tel titre. Est-ce que tu as un trompettiste à nous conseiller qui irait dans la mentalité du projet et qui a l'ouverture musicale, quoi, en tout cas. Et donc, du coup, j'ai passé une espèce de petit casting à distance où j'envoyais. Je savais pas si c'était pour Gorillaz ou ses autres projets parce qu'il a tellement de projets. Donc j'ai essayé d'envoyer un patchwork de ce que j'avais pu faire dans le passé. Et puis le lendemain, elle m'a appelé quoi, la manageuse, en me disant est-ce que vous pouvez réserver tel jour. Et j'étais comme un fou. Et en même temps, j'avais un peu la pression parce que c'est quand même vraiment énorme quand même de faire ça. J'ai eu 2 ou 3 jours, je savais pas trop ce que c'était. La veille ou 2 jours avant les prises, je vois le corps de mail qui change, c'est Gorillaz. Je fais oh putain quoi. Et donc on s'est retrouvés en studio pour faire ce morceau. Désolé, sorti en 2020 sur l'album Song Machine de Gorillaz. Tu peux nous dire un mot sur la séance d'enregistrement ? Oui, donc on était en studio et j'ai trouvé que c'était une expérience fabuleuse avec lui parce que ce qui m'a inspiré avec lui, c'est la manière dont il gère sa session studio. Ce qui m'a servi après dans mes propres projets, c'est que le mec, il sait où il veut aller, il laisse une part de liberté aux musiciens qui viennent, aux musiciennes qui viennent, et c'est
ça reste quand même. J'ai pas l'impression d'aller cachetonner en studio, faire ce qu'on me dit de faire, et donc ça m'a rassuré. Et il y avait des parties à jouer, puis après j'ai fait des propositions. Je me rappellerai toujours, je sais pas, j'ai fait une espèce d'envolée, et l'autre il sautait derrière la vitre comme un dingue, il rentre dans la cabine, il me fait un hug, et il m'a dit mais c'est ça, on va le garder, ça va faire. Voilà, c'est resté dans le morceau. Il n'y a pas beaucoup de mes interventions, mais je suis plus content de ce qui s'est passé sur le moment que. Enfin, le morceau, je le trouve super, hein, mais c'est vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là qui était génial. Et puis après, on est resté pendant des heures. Il m'a fait écouter le reste de l'album. Il y avait toute l'équipe derrière. Et je suis rentré chez moi sur un petit nuage. Et ce que ça m'a appris, c'est plus tard, quand j'allais faire mon album, c'est la manière de gérer tes envies, garder un cadre et en même temps laisser de la souplesse aux propositions des gens qui participent à ton album, quoi. Transition parfaite, puisque maintenant on va parler de ton premier album The Trip, sorti l'année dernière en 2024. Mais avant cela, j'ai une surprise pour toi. Il y a une personne qui chante sur l'album qui a une question à te poser. Mais non, génial. Ah, c'est trop touché. On l'écoute. Salut Seb, c'est Charlotte. Alors dis-nous dans quel état d'esprit tu étais au moment de la composition de cet album. Alors je salue bien ma très chère Charlotte Savary, que j'apprécie tant musicalement que humainement. C'est une si belle personne. Et donc pour te répondre, ma chère Charlotte, dans quel état d'esprit j'étais pour faire cet album, c'était le moment du premier confinement, donc c'est quand même une période assez singulière pour tous autant qu'on est. Je n'arrivais plus à savoir la temporalité dans laquelle on était. Ce premier confinement ça faisait du bien de que tout s'arrête, et en même temps des fois j'ai l'impression que je savais plus où on en était, et donc j'ai eu une confusion entre le jour et la nuit, mais surtout entre rêve et réalité. Donc vraiment le fondement même de mon album, c'est cette confusion qui me travaillait, et j'ai commencé à faire des morceaux. Des fois c'était dans la nuit, c'était le jour, et je trouvais que c'était une bonne base d'inspiration. Donc voilà, je me retrouvais là-dedans, et j'ai commencé à faire des morceaux qui étaient que instrumentaux au départ, avec toujours cette en filigrane l'image, un film un peu que je me faisais dans la tête. Et cet album s'appelle The Trip, et je trouve que c'est un peu un moment où j'étais un peu dans un voyage personnel. Beaucoup de choses qui s'étaient passées émotionnellement pour moi aussi, personnellement, où on se pose tout un tas de questions, et je trouvais que c'était un moment de recueillement, si je puis dire, sans le côté religieux, hein, et donc je suis parti dans des délires, et au bout d'un moment je me suis dit que ça aurait été quand même bien qu'il y ait une voix. Donc vu que c'est toi, Charlotte, qui m'a posé la question, ça me paraît évident, ta voix ça allait trop bien dessus. Et très rapidement, pour nos auditeurs, on a eu un échange de morceaux. Déjà on s'apprécie beaucoup, et en peu de temps il s'est passé des choses hyper productives. Il y a eu des versions où le premier essai de Charlotte, et je disais mais en fait il y a tout, quoi. Des fois on refaisait une version derrière nickel, quoi, mais... Et au départ c'était juste un morceau, elle a fini par faire la moitié de l'album. Donc c'est un album solo, mais avec Charlotte Savary très présente quand même. Donc mi-instrumental, mi-chanté. Et je suis hyper fier d'avoir fait ça avec elle, parce que j'ai beaucoup d'admiration avec elle. Et pour l'histoire de la rencontre, on s'est rencontrés Wax Taylor, dans lequel elle intervenait souvent. C'est la voix marquante de Wax Taylor. Wax Taylor avait fait nos premières parties, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On est restés amis, on habitait dans le même quartier à Paris. Et voilà, elle traversait aussi des choses personnellement. On était peut-être tous les deux un peu dans des moments où, c'est des moments des carrefours de vie, j'en sais rien, mais on s'est retrouvés au bon moment, quoi. Et finalement, c'est un album qui est sorti avec quelques exemplaires en vinyle qu'on peut trouver chez Balade Sonore, par exemple, qu'il faut soutenir, le disquaire parisien.
Et puis qu'on peut trouver dans d'autres magasins dont je ne ferai pas la publicité, mais il faut soutenir surtout les petits disques, hein, chez qui j'ai passé beaucoup de temps à une époque. Tu as raison, il faut les soutenir. Quels sont tes morceaux préférés sur cet album? Alors le premier que j'adore, c'est celui qui ouvre l'album, qui s'appelle Garden of Eden, qui est un petit peu moins trip-hop dans sa conception. Et j'aime beaucoup ce qu'il évoque. On a fait beaucoup de chœurs avec Charlotte, il y a ma voix aussi. Et c'est le seul où j'ai suggéré une mélodie pour la voix, les autres, Charlotte les a trouvées. Et il a un truc dans ce qu'il évoque dans les paroles, c'est aussi un peu un hymne entre guillemets la tolérance des mœurs de chacun, quoi. Chacun a bien le droit de vivre ce qu'il veut dans ses pratiques personnelles et privées. Et à la fois avec cette espèce d'image un peu mythologique du Jardin d'Éden, il y a un côté assez profond et en même temps up où tu te dis putain il y a de l'espoir. Et le deuxième, c'est Andy's Dream, qui est un instru avec ma trompette et qui a quelque chose de fort, parce que je me dis que je suis content d'avoir réussi à mettre mon influence jazz, mais dans un cadre un peu popisant, et c'est pas péjoratif, quoi, d'arriver à scinder tout ça et d'emmener les gens au voyage, quoi. Donc voilà, c'est mes deux morceaux. Bon, alors tu as aussi beaucoup d'autres projets depuis, la composition et l'enregistrement d'une BO pour un film Le bonheur est une bête sauvage de Bertrand Guéry et Sophie Davout, primé meilleure bande originale au festival Live Beyond Life de Turin. Il y a aussi Mustang Force, un album en hommage aux bandes originales de films et leurs compositeurs. Des concerts, DJ sets, bref, tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes jamais. Mais pourquoi avoir attendu quasiment 30 ans pour faire un album? Je pense que je me sentais pas de le faire dans mes jeunes années. Je pense pas que j'étais en capacité de gérer un projet. C'est pas rien de mener un album tout seul. Et puis surtout d'avoir une ligne artistique où il n'y a que toi en fait tu peux pas dire aux autres vous en pensez quoi, c'est vraiment toi qui mène le truc. Et puis clairement le Peuple de l'Herbe, ça m'a pris énormément de temps, c'était 300% de ma vie, quoi. Il n'y avait pas de place à autre chose, et pour réussir ce qu'on menait, il y avait peu de place pour faire un album solo. Puis je pense pas que j'y pensais trop, mais quand j'ai arrêté, j'ai commencé à y penser parce que j'avais envie surtout de mener ma propre carrière entre guillemets, mais à faire les choses sur lesquelles je suis à l'aise. Et après ça a pris du temps parce qu'il faut trouver un peu de financement quand même. Et puis je sais pas, c'est sorti d'un coup et j'ai déjà envie de faire d'autres choses, quoi. Et le deuxième album, c'est pour quand alors? J'ai démarré déjà des nouveaux morceaux qui seront pas dans la veine trip-hop, j'ai envie de faire autre chose, c'était un instant T. Donc je suis en pleine recherche là-dessus, je pense plutôt sur un EP. J'aimerais en 2026 sortir quelque chose là-dessus. Peut-être que instrumental pour le coup. Je m'avance peut-être un peu, mais j'ai envie d'utiliser un peu ma voix aussi. Donc je cherche. Encore un autre exercice. Et ton actualité, y a quoi dans les tuyaux? Une tournée peut-être? L'actualité, c'est que je viens de faire un featuring avec un beatmaker qui s'appelle The Waxidermist, qui est sorti fin juin, début juillet, j'ai plus la date en tête. Et j'adore ce morceau, et qui est sur toutes les plateformes. Et c'est instru avec ma trompette, et je retrouverai le nom.
parce que j'ai pas de mémoire, même de mes morceaux. Mais c'est en tout cas un truc qui est hyper... c'est encore du down tempo, hein, mais en tout cas on a fait ça avec, en fait The Waxidermist, c'est le bassiste de mon album, donc il y a aussi un truc très fort là-dessus. Le morceau s'appelle Dust and Memory. Donc l'actualité, tu parlais de tournée, ouais, je vais reprendre la route avec l'Entourloupe. Là je rentre en création avec une compagnie de danse contemporaine à partir de septembre. Gros projet avec des danseurs qui vont aussi chanter. Je peux pas encore trop dire quel morceau on va reprendre, mais c'est des morceaux que j'adore. Donc c'est encore un autre exercice de style, parce que là c'est de la reprise, mais on va essayer de faire quelque chose qui prend le contre-pied des morceaux, ou en tout cas en rapport avec la danse. Donc ça va me prendre plusieurs semaines de travail. Et il y a un remix d'un rappeur que j'adore, un rappeur français que j'adore, qui a été terminé, je sais pas quand il va sortir, donc je peux pas encore dire ça, mais je suis trop fier du truc. En tout cas, c'est un remix que j'ai fait avec une DJ qui s'appelle Elisa do Brasil, qui fait de la jungle, et Yann Lin, un producteur de musique techno, qui a mixé mon album. On a fait ce remix ensemble, et je croise les doigts pour que ça sorte avant la fin de l'année, parce que ça va être bien fat. Mais je peux pas dire qui c'est. Tu peux pas dire qui c'est. Voilà. Bon. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal de choses. Merci Sébastien. On se connaît un peu parce que j'ai eu l'honneur de faire un warm-up en DJ set 100% vinyle pour un de tes concerts. Donc c'est moi qui te remercie pour avoir accepté cette invitation sur Melody Makers. Et puis et surtout, allez sur le compte Insta de ce podcast. Nzeng vous offre son album intitulé The Trip. Merci à toi en tout cas, et tout le monde qui suit ce podcast. Et j'ai envie de dire en tout cas, intéressez-vous à ce qui n'est pas toujours suggéré en priorité par les plateformes, et allez gratter, faut fouiller, c'est comme dans un bac de disques. Et des fois, par rebond, on découvre des choses assez intéressantes et on se doutait pas que ça pouvait arriver. Et puis j'espère que vous aurez l'occasion d'écouter ce que j'ai fait. N'hésitez pas. Merci beaucoup en tout cas. C'était Melody Makers, le podcast qui décortique la musique. Réalisé par Julien Louette. Plus d'épisodes sur toutes les plateformes. Partagez, commentez, likez. Si vous souhaitez découvrir les coulisses de mes entretiens, rendez-vous sur le compte Instagram Melody Makers Podcast. Vous y trouverez photos, vidéos et bonus. Merci pour votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode.